La tempête avait duré 3 jours. C'était exceptionnel en Floride. Les vagues balayaient les côtes, les arbres se brisaient. Miami était inondée. Lorsque le vent s'arrêta, Al Capone rendit son dernier soupir. C'était le 25 janvier 1947. L'information ne fit pas la une des journaux. On l'imprima après les résultats du baseball. Le cercueil de Capone fut transporté en train de Miami à Chicago. Seuls quelques parents et amis assistaient aux obsèques. Les reporters n'eurent pas le droit de les filmer. On jetait une poignée de terre d'Italie sur son cercueil, comme c'était la coutume. Et chacun retourna à ses occupations sans se souvenir que l'homme qui reposait là avait un jour tenu l'Amérique entre ses mains. « 6 octobre 1931. Al Capone est jugé devant le tribunal fédéral de Chicago. Le procès va durer 7 jours. À l'issue de ces 7 jours, le jury condamnera le tueur le plus célèbre des États-Unis à 11 années de prison. C'est un homme traqué et perdu qui se présente ce jour-là devant une foule curieuse et les flashs de centaines de reporters. Nom, Capone. Prénom, Alphonse. Profession, homme d'affaires. Né le 17 janvier 1899 à Brooklyn. Dites, je le jure. Al Capone comparaît pourtant pour une simple accusation de fraude fiscale. 75 millions de dollars de revenus non justifiés pour lesquels il ne paye aucun impôt. L'argent de l'alcool, du sexe, du crime. L'homme qui a fait tomber Capone est le célèbre chef des incorruptibles. Il s'appelle Ness. Elliot Ness. Dès le début, ils se sont violemment apostrophés. Capone se dit innocent et accuse Ness de harcèlement. La première journée du procès s'achève. La seconde sera plus difficile. Capone s'y attend. Demain, le tribunal retracera l'itinéraire singulier de cet Italo-américain, depuis les bas-fonds de New York jusqu'aux cimes de Chicago. Ce soir, Capone ne rejoint pas Mae, son épouse. C'est en voiture blindée qu'il se rend dans un de ses tripots. C'est un fêtard qui mène grand train. Et il retrouve là ses nombreuses maîtresses, blondes et élégantes, qu'il entretient avec faste. Il y dispense conseils, services et argent à des courtisans qui lui doivent tous quelque chose, fascinés par son pouvoir et qui tremblent à l'idée de la chute prochaine de leur protecteur. Mais ce soir, le cœur n'y est pas. Capone sait que le lendemain, il va jouer sa liberté et sa fortune et que ce procès peut tout lui enlever. Le lendemain,
À la reprise des auditions, le chapeau blanc de Capone fend la foule des journalistes et des curieux. L'accusation entame l'écriture du roman de la famille Capone. Vos parents sont originaires de Naples. Ils émigrent en Amérique en 1893 et s'installent à New York, dans la colonie italienne de Brooklyn. Vous êtes le 4e enfant de la famille. Auprès du procureur, les défenseurs de Capone mettent en avant le parcours exemplaire de Gabriele, le père de Capone. Il est barbier et accède à la citoyenneté américaine en 1906. Ces 9 enfants découvrent le pavé new-yorkais au milieu d'Irlandais, de Siciliens, Juifs et autres immigrants de la vieille Europe. Le petit Capone est précoce. Il est mis à la porte de l'école pour avoir frappé son institutrice. Il n'a que 14 ans. Les bandes de gamins pullulent sous l'œil attentif des agents recruteurs de la pègre locale. Les gangs du crime se partagent la ville. Les conflits d'intérêts se règlent à coups de rasoir, arme préférée des Napolitains, ou à coups de briques, la spécialité des Irlandais. Al Capone intègre le gang des Five Panthers. C'est là qu'il va devenir gangster. Vous avez 17 ans, lui dit le juge. Et devant vous, une vie consacrée au crime. Au cours de cette deuxième journée consacrée à la saga familiale Capone, un seul nom n'a pas été prononcé. Celui de Vincenzo, le frère aîné de Al. Personne ne sait rien de lui. Un soir, il n'est pas rentré à la maison. Il rêvait de rejoindre Buffalo Bill, le célèbre cow-boy qui s'exhibait alors dans un cirque. Est-ce pour ne pas sombrer dans la violence et le crime qu'il est parti? Sur ce frère disparu, Al Capone ne s'exprimera jamais en public. Mais il a dû être soulagé de ne plus recevoir de leçons de cet aîné moralisateur. Le 3e jour du procès, les avocats de Capone prennent les devants et passent à l'attaque. Leur client n'est qu'un bouc émissaire, c'est la prohibition qui est en cause. Le public s'indigne. Capone s'explique. En 1919, la vertu s'empare de l'Amérique et sous l'influence des ligues moralisatrices, le pays adopte le 18e amendement qui interdit la fabrication et la vente d'alcool. Grâce à ces nouveaux trafics, les gangsters deviennent les maîtres du monde. À cette époque, Capone est videur dans un dancing sur la plage de Coney Island. Il a épousé une Irlandaise issue d'un clan adverse, Mae Coogan, et il a 23 ans. Il est en outre un tueur apprécié pour son absence de scrupules. Avec lui, un contrat est toujours exécuté proprement. Aussi, quand Johnny Torrio, son parrain et mentor, lui propose de devenir son associé à Chicago, il accepte aussitôt. Avec ses casinos et ses cabarets, sa police et ses politiciens véreux, Chicago est devenue la putain de l'Amérique. Sous la houlette de Torrio, Al Capone monte un à un les échelons de la hiérarchie du crime organisé. Jovial et élégant, il s'impose au sein de la mafia locale, même si la balafre qu'il dissimule sous un maquillage trahit l'autre face de son personnage, impitoyable et sanguinaire. Elle lui a valu un surnom qu'il déteste et que l'on ne prononce pas en sa présence, Scarface. Nous sommes en 1928, vous êtes au sommet du crime organisé et vous régnez sur Chicago, conclut l'accusation.
Capone est fier de son ascension fulgurante. Ses avocats le présentent comme un homme sans mystère, qui ne donne qu'une seule version de lui-même. La loi fascine les hommes tout autant que le crime. Le bien contre le mal. Al Capone contre Elliot Ness. Dites, je le jure. Le 4e jour du procès, le chef des Incorruptibles est enfin appelé à la barre. Non, Elliot Ness, né le 19 avril 1903 à Chicago. Études universitaires, tireur d'élite, marié, sans enfant. Profession, chef de la brigade des Incorruptibles. Diplômé en criminologie, il végète dans un service impuissant et inefficace chargé de lutter contre la corruption à Chicago. Ness déclare à la barre que Capone est le principal responsable de ce mal. Il désigne ses complices, la police, les juges, les politiciens que Capone paie grassement pour qu'ils le laissent mener tranquillement ses affaires. Les jeux, l'alcool et les prostituées. Un tiers des revenus du crime servirait à corrompre, sans parler des faveurs en nature que Capone distribue. Capone tient Chicago entre ses mains, jusqu'au jour où Ness s'invite au bal. C'est grâce à Ness que Capone passe enfin en jugement. C'est lui qui a démantelé le réseau de brasserie du Napolitain et mis fin à ses activités. Extorsion de fonds, kidnapping et racket. En plus de ses cabarets et autres speakeasy, il dirige des entreprises en apparence honnêtes qui lui servent de façade. Capone est un homme d'affaires qui n'hésite pas à éliminer ses concurrents. Pour preuve, dit le patron des Incorruptibles, cet épisode sanglant de la carrière de Capone, le massacre de la Saint-Valentin. La nuit du 14 février 1929, les hommes de Capone tendent un traquenard à une bande rivale, celle de Bugsy Moran. C'est un épisode de la guerre des gangs pour s'approprier le monopole des trafics dans Chicago. Celui qui parvient à éliminer l'autre devient le maître de la ville. Tandis que les hommes de Moran s'affairent autour d'une cargaison d'alcool, les tueurs de Capone surgissent déguisés en policiers. Ils désarment leurs victimes, les alignent contre un mur et les massacrent à bout portant. Le seul rescapé confie aux enquêteurs avant de mourir, c'est un accident. L'omerta règne. Capone élimine les preuves de son crime en exécutant lui-même les tueurs qu'il avait engagés, à coups de batte de baseball. Ceux qui lui résistent sont punis sans aucune pitié. He's the boss,
dit-on de lui dans les journaux. Trois semaines plus tard, Capone est désigné ennemi public numéro 1 par le nouveau président élu des États-Unis, Herbert Hoover. Et Ness veut être celui qui l'abattra. Capone est innocent, clament ses avocats. Il est le bouc émissaire d'un pouvoir qui se sert de lui pour cacher les véritables responsables de la crise, les financiers de Wall Street et les spéculateurs. En 1929, la bourse de New York s'effondre. La dépression frappe l'Amérique. La souffrance s'installe. Et Chicago est la ville la plus touchée. Si le massacre de la Saint-Valentin a ému la population, Capone n'a pas pu y prendre part, car il n'était pas là. Il était à Philadelphie, où il s'est d'ailleurs fait arrêter pour port d'armes illégales. Mais depuis sa cellule, il continue de gérer ses affaires. Et afin de retrouver l'estime du public, il fait distribuer du lait pour les enfants de la crise et ouvre des soupes populaires pour les chômeurs et les sans-abri. Il est devenu un bienfaiteur et la presse, qu'il paye, ne tarde pas à en faire un héros. Scandale sur les bancs du tribunal. Ness révèle l'ampleur de la corruption dans les services de l'État. À mes débuts, explique-t-il, j'étais crédule et naïf. Je m'indignais devant mes chefs, sans savoir où je mettais les pieds. À chaque perquisition, les mafieux étaient prévenus par des mouchards et des alambics aussitôt déménagés. Les enquêteurs ne trouvaient jamais rien. Et sans preuve, les affaires n'arrivaient jamais au tribunal. C'est la raison pour laquelle le procureur fédéral de Chicago, George Johnson, a fait appel à lui. À un agent de 28 ans à peine, rusé, idéaliste et téméraire. Et pour éradiquer le mal dont souffre la ville, Ness a un plan. Puisque la corruption protège Capone et que la prohibition l'enrichit toujours plus, il faut tarir les sources du marché clandestin. Grâce à une équipe de flics à son image, jeune, honnête et sans attache. Cette idée simple plaît à Johnson. Il confie les pleins pouvoirs à Ness. Et Ness n'aura de compte à rendre qu'à lui. Ness fait passer des auditions, des hommes neufs, inconnus de la mafia. Il veut trouver le collaborateur parfait. Il ne prend aucun risque, éliminant les flambeurs, les joueurs de poker, les coureurs de filles. Une équipe de choc. Basile, le chauffeur pour les courses-poursuites. Marty, un ancien catcheur pour les corps à corps. Sam, détective, pour les filatures. Leeson, le tireur d'élite. Un stratège pour planifier les opérations, Chapman. Et Robski, spécialiste des écoutes téléphoniques. Un groupe restreint pour éviter les fuites. Cette équipe n'a pas encore de nom. Elle va rapidement s'en faire un. Premier acte. Ness et son équipe s'attaquent aussitôt au trafic prohibé. Les speakeasies où chaque nuit des centaines de litres d'alcool sont écoulés sont au cœur de la stratégie. Un premier coup de pied dans la fourmilière, pour voir. Ces détectives surveillent les bars douteux de la ville. Et pour sa première opération, le groupe intervient par surprise.
L'un des plus célèbres bars clandestins de Chicago est investi. Les locaux sont fouillés, les clients mis en état d'arrestation. Mais Ness a commis une erreur. En plus d'être intervenu sans mandat, il n'a opéré aucune saisie d'alcool, les bouteilles ayant toutes été détruites. Aucune charge ne peut être retenue et la police remet en liberté les notables qu'il a arrêtés. Ness, qui s'est pris pour un justicier, a perdu la première manche. Il en retient la leçon et se remet au travail. Pour remonter à la source du trafic, il imagine de suivre les livraisons d'alcool entre les bars et les distilleries clandestines. Car lorsque les derniers clients quittent les bars, les tonneaux vides retournent à la brasserie pour y être remplis à nouveau. Sur une carte, il trace un trait rouge entre les bars qu'il espionne pour faire apparaître l'itinéraire que les camions de Capone emprunteront. Deuxième acte. Ness fait le guet devant l'un de ces bars suspects. Vers 2 heures du matin, les camions prennent la route. La filature est un jeu d'enfant et ces hommes exultent devant cette promesse de succès, presque trop facile. Mais l'opération, que filment les reporters convoqués par Ness pour assister à son triomphe, est un nouveau fiasco. Ce n'est pas de l'alcool, mais de l'eau que les hommes découvrent dans les barriques. Avant de remplir les tonneaux, il faut les laver. Il devient la risée de ses détracteurs. Il sait qu'il n'aura pas le droit à une seconde erreur. Le 17 mars 1930, Capone sort de la prison de Philadelphie. On le libère pour bonne conduite. Lui qui détient désormais le monopole du trafic d'alcool n'entend pas que ses affaires soient malmenées par un petit agent et sa bande de misérables. Et pour achever d'humilier ce flic qui n'est même pas du FBI et qui prétend le renvoyer immédiatement en prison, Capone se livre lui-même à la police de Chicago. Aucune preuve ne peut être retenue contre lui et il ressort libre. Dans le bras de fer qui l'oppose à Ness, Capone marque des points. Et les reporters qui font la chronique de cet affrontement continuent de soutenir le parrain facétieux qui crée le spectacle. La presse est l'allié de la mafia qui tue sans état d'âme, sauf, comme le précise son code d'honneur, les femmes, les enfants et les journalistes. À Chicago, 1 litre de sang donne 1 litre d'encre à la une des journaux. Et Capone est une vedette qui veut contrôler son image. L'accusation a convoqué Herbert Kaplan, le photographe du Chicago Tribune, qui en témoigne. What kind of a ship news picture is this? Why, it's all fraud. Why, I sent you to get a picture of Al Capone. What did you get? Well, I got everything. I got his mansion, I got everything, but I had my camera all set up for a close-up to take his picture. And what's happened? I had a call, and I went into my pocket, and some of his lieutenants grabs me this way and calls me, and I says, "What the hell are you on to do?" I said, "Well, I want to blow my nose." And they took me and they threw me out. But I was thrown out of better places. And that's the reason I didn't get a picture. La Cour comprend mieux le système Capone. Il est arrogant, hautain, et il a réponse à tout. Il ne fait pas bonne impression auprès des jurés. Ses avocats essayent de donner une autre image de lui, en vain.
Pour tous, il incarne le vice. Il est riche et c'est un flambeur. Les jurés savent maintenant tout de son train de vie. Son QG fastueux dans un hôtel de luxe, sa propriété en Floride, ses cigares cubains et ses costumes sur mesure aux couleurs criardes. Alors, au fait de sa gloire, de nombreux films s'inspirent de sa vie. Scarface, Little Caesar. Les producteurs d'Hollywood savent qu'il est devenu le héros d'une Amérique qui s'enfonce dans la dépression et qui voit dans l'ascension de cet homme venu de nulle part l'incarnation de son rêve. Mais les avocats de Capone savent que cette image peut nuire à leurs clients. Capone n'est pas un criminel comme essaie de le faire croire Ness. Ils affirment qu'il est un Italo-américain respectueux de sa famille, qui aime sa mère, qui accompagne sa femme et son fils à la messe ou à l'opéra. Qu'il est un bienfaiteur, intègre, honnête, et dont la réussite lui vaut la jalousie de ceux qui n'ont pas su saisir leur chance comme Ness. Ness répond que Capone est un assassin, qu'il doit finir sa vie dans un pénitencier, et qu'il sera, lui, l'homme de légende qui va faire tomber le parrain. Son équipe redouble d'efforts. Le QG reste allumé des nuits entières. Les appels téléphoniques se multiplient, tantôt des mouchards, des indiques, tantôt des hommes de Capone qui donnent de faux renseignements. Ness attend maintenant l'instant décisif pour frapper le grand coup. Car si Capone lui échappe encore, Ness sent que son pouvoir commence à vaciller et les heurts entre la police et le crime organisé se font de plus en plus réguliers. Ness va bientôt faire mouche. Le 13 juin 1930, Ness et son équipe, sur la foi d'une écoute téléphonique, filent un camion de livraison rempli de barriques jusqu'à la laverie. Ils ne vont pas commettre la même erreur que la dernière fois et reprennent en filature les camions contenant les tonneaux rincés et découvrent enfin la planque. Un imposant stock de bouteilles et de tonneaux est découvert puis détruit par les hommes de Ness. Et devant la presse à nouveau mise à contribution, ils mettent les menottes au lieutenant de Capone. Des milliers de dollars partis dans les égouts et un premier succès pour Ness dans la guerre judiciaire et médiatique qui l'oppose à Capone. En défiant ainsi Capone, Ness se rend-il compte qu'il met son équipe en danger? Ce premier succès met Capone hors de lui. Il veut la mort de Ness. Et dit à ses hommes de main: « Faites-lui vivre l'enfer !» L'enfer, c'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7, des arrestations violentes, des guet-apens, des assassinats. Mais Ness oppose à l'axe du mal une résistance que Chicago n'a jamais connue auparavant. Capone ne connaît que 2 méthodes qu'il utilise alternativement. La force, pour terroriser Ness et ses proches, et la corruption, pour les forcer à la négociation.
fait offrir 2 000 $ par semaine à tous ceux de l'équipe de Ness qui accepteront de coopérer avec le syndicat du crime. Tous refusent. Et la réponse de Ness est à la hauteur de l'insulte faite à ses hommes. Il convoque une conférence de presse et dévoile aux journalistes le prix auquel Capone estimait leur silence. Journaux et lecteurs se prennent de passion pour cette bande qui crée à son tour le spectacle. Les incorruptibles sont nés. Les autorités, quelques jours auparavant prêtes à les lâcher, les dotent, sous la pression des électeurs, d'un département balistique novateur destiné à combattre le crime. Capone est loin d'avoir abandonné la partie. La contre-attaque s'organise. Les opérations de Ness sont éventées, car son QG est à son tour mis sur écoute. Ness détient la longue liste des policiers corrompus de Chicago. Avec ce document, il peut faire tomber toute sa hiérarchie. C'est un homme seul et en danger. L'étau se resserre autour de lui. Le syndicat du crime engage un tueur venu de Floride, Michael Peake. Il devient une cible. On le suit, on l'écoute, on fouille sa vie, celle de sa famille. Edna, son épouse, vit désormais sous la surveillance de 2 gardes du corps. Elle est prisonnière dans sa propre maison, ne sachant jamais si et quand son mari va rentrer le soir. Le couple vacille, mais Ness reste imperturbable. Sa mission vaut tous les sacrifices. Elle peut lui apporter une gloire nouvelle à laquelle il prend goût. Le président des États-Unis le lui dit en personne. Il compte sur lui pour débarrasser Chicago, la honte de l'Amérique, de son fléau. Celle que l'on surnomme la ville des vents est devenue la capitale du crime organisé. Une ville malade, rongée par le mal napolitain. Ce chancre qui étend ses ramifications vénéneuses, qui sape l'économie du pays, qui tue. Le 13 mars 1931, Frank Basile, le chauffeur des Incorruptibles, disparaît. Que se passe-t-il? Son corps est retrouvé, le crâne explosé, mais aussi mutilé, la langue arrachée. Les tueurs se sont acharnés sur lui. Le chauffeur est tombé dans un traquenard. C'est pour Ness un dernier avertissement. Il comprend que sa lutte à mort avec Capone vient de commencer. Frank Basile, personne ne le connaissait vraiment, mais il était aimé de tous. Ness lui avait fait confiance, malgré son casier judiciaire chargé. Ness craint pour son épouse. Edna est contrainte de quitter son domicile. Ce sont 6 gardes du corps qui la surveillent jour et nuit. Mais les abominations de la mafia ne font que raffermir la détermination de Ness et de ses hommes. En quelques semaines, le trafic se tarit. Chicago est en passe de devenir une ville sèche. Moins d'argent dans les caisses des mafieux implique moins de corruption. C'est sur le champ de bataille médiatique que Ness entend porter l'estocade à Capone. Il rassemble les véhicules des mafieux saisis par ses services depuis le début de sa lutte. Et pour effacer l'offense qui lui avait été faite,
Ness convie la presse à son triomphe. Il téléphone à Capone pour lui dire de regarder par sa fenêtre à 23 heures. Ness en tête, la parade traverse Chicago et dans la nuit, défile à vitesse réduite devant le QG de Capone. Colère du parrain et victoire éclatante pour Ness. Et si parfois il a exagéré ses exploits, les images prouvent que son succès, ce soir-là, fut total. Je veux Ness, s'écrie Capone. et je le veux crever. Ness se sent épié sous la menace d'un danger invisible et permanent. Il ne dort jamais de nuit de suite dans le même lieu. Il varie ses itinéraires et ne sort jamais sans garde du corps. Blessé dans son orgueil, Capone continue de narguer les incorruptibles qui n'ont aucun élément à charge pour l'inculper. L'arrestation de son comptable va donner un tour nouveau à la traque. Ness, l'agent du Trésor qui s'était pris pour un flic du FBI, saisit ses livres de compte. Notes d'hôtel, achats de vêtements, de voitures. Il recoupe entrée d'argent et sortie de chèque. Le nom de Capone n'apparaît jamais. Les preuves s'étalent au grand jour. Le parrain ne peut justifier d'aucun revenu officiel alors qu'il possède une véritable fortune. Capone, fragilisé, sait que s'il est arrêté, son système s'écroulera comme un château de cartes. La pieuvre de l'administration fiscale étend ses tentacules autour des barons de la bière. Capone s'affole. Et dans un dernier sursaut, ordonne l'assassinat du procureur et du chef du Trésor. Tout s'enchaîne très rapidement. Capone est coincé, même si c'est pour une simple fraude fiscale. C'est un homme traqué, lâché par les siens, qui se sent perdu, qui se présente ce jour-là au tribunal, devant une foule curieuse et les flashs de centaines de reporters. Le 12 octobre 1931, le procès approche de sa fin. À leurs conciliabules et leurs airs entendus, le tribunal sent que les avocats de la défense vont jouer une ultime carte. Ils ont convoqué pour le lendemain un témoin de dernière minute, un homme de loi, dont le seul témoignage peut faire basculer le procès. Il s'appelle Richard Hart. Il a 40 ans. En 1924, il a été le garde du corps d'un président des États-Unis, Coolidge. Il a été shérif dans le Nebraska, un tireur exemplaire. À 12 mètres, il ne rate jamais sa cible. C'est un homme de paix qui a œuvré à la réconciliation avec les Indiens, un homme qui n'a qu'un seul credo, la loi, c'est la loi. Comme les incorruptibles, il a arrêté les trafiquants d'alcool dans l'Ouest américain. Ce que Capone faisait, lui y mettait un terme. Ce témoignage de moralité pourrait sauver Capone. Car Richard Hart est un nom d'emprunt. Son véritable nom est Vincenzo. Et c'est le propre frère de Capone. Souvenez-vous, c'est l'aîné qui a quitté la famille à l'âge de 16 ans. Lorsqu'il a voulu revoir leur mère un jour de 1924, Frank, le frère, venait d'être abattu par la police et Capone avait chassé Vincenzo de Chicago. À la demande de sa mère, les avocats de Capone l'ont sollicité. Mais Hart n'est pas venu témoigner. Il n'a pas pardonné l'affront que lui avait fait son frère.
La défense a perdu son témoin. Malgré une dernière tentative de corruption des jurés, Ness est sur le point de gagner son duel avec Capone. Les témoins se succèdent, les langues se délient, la peur a changé de côté. Le procès peut se conclure. Le verdict est attendu pour le lendemain. À 22 h, Al Capone va prévenir son épouse de son arrestation imminente. À minuit, il traverse Chicago en homme libre, pour la dernière fois. Bars des bas quartiers, boîtes de nuit, bordel. Il raconte à ses femmes que demain, il sera innocenté, alors qu'il n'y croit déjà plus. La légende d'Al Capone dira que cette nuit-là, le géant du crime a imploré les astres en pleurant. Luna, Luna, dis-moi qui m'a trahi. Capone est condamné à 11 ans de prison. Dans les couloirs, il s'adresse à Ness pour la dernière fois. Je n'ai pas eu de chance, mais toi, sans moi, ta vie est foutue. En chemin, il achète une pomme à un vendeur. Il la lui paye avec générosité pour laisser à tous le souvenir du Seigneur qu'il a été. Le soir, il devra intégrer la prison du comté. Capone doit maintenant purger sa peine. Le départ est fixé, ce sera le 3 mai 1934 à minuit. Direction Atlanta, Géorgie. Pour incarner le triomphe du bien contre le mal, le procureur Johnson a confié à Elliot Ness la protection de Capone. À minuit, les portes s'ouvrent. Devant la meute de photographes, Capone lève la tête et avance fièrement. Ness occupe la voiture de tête, Capone la seconde. Toutes sirènes hurlantes, les véhicules traversent Chicago. Les incorruptibles sont lourdement armés pour prévenir toute tentative d'évasion. À la gare, Capone marche à côté d'un petit délinquant en cours de transfert pour Tampa. Un manteau recouvre ses mains pour dissimuler les menottes qui lient les deux larrons entre eux. Chapeau blanc et costume violet foncé. Une tenue qui sera sans doute démodée lorsqu'il sortira de prison. Regardez, là, au milieu de la foule, Elliot Ness. S'il sourit, c'est pour les journalistes. Ness ne jubile pas. Il aurait préféré faire condamner Capone à la prison à vie pour les crimes dont le parrain s'est rendu coupable. Non pas à 11 ans de prison pour fraude fiscale. Capone va mobiliser sur lui l'attention du pays pendant encore 24 heures.
Les stations de radio locales informent leurs auditeurs, heure par heure, de la progression du convoi. Sur tout le trajet, des milliers de badauds se pressent pour apercevoir derrière les vitres le matricule 40886. Leur héros devenu l'ennemi public numéro 1. « 1933. Roosevelt entame sa première présidence des États-Unis. Et le 5 décembre de la même année, la prohibition est abolie. Toute l'Amérique attendait cette mesure. Et l'agent de la prohibition, Eliot Ness, faute de trafiquants, se retrouve au chômage. À cette époque, dans un journal de Chicago, une bande dessinée amuse le lecteur. Elle raconte la lutte entre Dick Tracy, détective, et Big Boy, chef de la mafia locale. Les héros qui inspirent cette histoire sont reconnaissables par tous les publics. Eliot Ness et Al Capone. Ness en tire une notoriété inespérée et s'estime légitime pour postuler au prestigieux FBI. Car les fédéraux exercent toujours un pouvoir magique sur leurs confrères des autres services de police. Mais Hoover, leur puissant patron, ne voit pas favorablement cette concurrence avec un homme aussi médiatisé. Alors, Hoover fait traîner et ne donne pas suite aux requêtes de Ness. Ness n'appartiendra jamais au FBI. C'est pour lui le début de la déchéance. Il se met à boire, quitte sa femme, va d'échec en échec. On ne sait plus quoi faire d'un mythe que l'on préfère oublier. L'ancien chef des Incorruptibles a la tête encombrée de souvenirs. Quand il veut rédiger ses mémoires, aucun journaliste de Chicago ne veut l'aider. Et Ness mourra avant la sortie de son livre sans en connaître le succès et la naissance de sa légende. En 1934, au large de San Francisco, l'administration pénitentiaire pose la première pierre d'une prison dont on dit que nul ne pourra s'évader. Alcatraz. C'est le procureur Johnson, celui qui a condamné Capone, qui l'inaugure. You have inspected, and now the custodial force, having been organized in accordance with your plan, the guards are ready to take their places. Alcatraz is ready. Capone va en être un des premiers détenus, comme le symbole de la victoire de l'Amérique sur ses vieux démons. On est le 19 août 1934. Il y est le matricule numéro 85. Il a encore 5 années à purger. C'est un homme ruiné dont la fortune a été saisie par le gouvernement fédéral et dont la puissance n'est plus qu'un souvenir. Il y est seul. Les visites lui sont comptées. On l'agresse à la cantine. Car il n'est plus le caïd. Désormais, Machine Gun Kelly, un vrai dur, règne sur les malfrats de la prison. Capone est malade. On lui a diagnostiqué la syphilis. Un avenir sans promesse. Un passé sans mémoire. En 1938, son épouse obtient un droit de visite. Elle le reconnaît à peine, vieilli et obèse.
En secret, elle prépare son transfert. Trop dangereux de le garder là, malade, en proie aux rivalités entre bandes, où chacun voudrait être le tombeur de Capone. Lorsqu'il sort de prison, 1 an plus tard, il est devenu amnésique. L'Amérique est en guerre depuis 1941 et lui coule des jours paisibles à Miami. Le 25 janvier 1947, un jour de tempête, comme il en existe rarement en Floride, Capone rend son dernier soupir. L'homme qui un jour avait tenu l'Amérique entre ses mains meurt, oublié de tous. Pagliaccio non son, c'è le